Je vais passer assez rapidement sur son profil académico-professionnel. C'est un gars qui a fait et propagé les notions d'économie, qui s'est fait une tête là-dessus. Pour moi, c'est un gars que je connais depuis bientôt un petit peu. Ça vient de faire un peu plus de 10 ans. C'est pas mal l'âge du printemps étudiant qu'on a commencé à discuter. Après les marches, après les différentes manifestations, on s'assoyait un groupe. Puis, je me suis aperçu que ce gars-là, c'était quelqu'un avec qui c'était le fun de critiquer, refaire, comme je l'ai marqué dans mon post, des goûts de monde. Mais c'est ça. C'est agréable dans la vie de rencontrer des gens avec qui tu es capable d'aborder n'importe quel sujet, puis tu es capable de sortir des deux, trois phrases de plus commun. On a tout le temps autour de certains enjeux. Alain, c'est un gars qui est engagé dans sa communauté. C'est une race à mort. Les économistes progressistes qui remettent en question le système, il n'en pleut pas assez. On a pris abondance à contre-pied, à savoir que l'abondance, c'est peut-être une bonne partie des grands problèmes auxquels on a à s'attaquer dans les prochaines années, décennies. Je pense qu'Alain va être capable de vous démontrer à quel point le beurre est haut et épais. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin, échanger avec vous sur un thème qui, dans la période dans laquelle on sera bientôt, l'abondance va ressusciter pour une couple de semaines encore dans nos belles sociétés de consommation à l'infini. Alors, je suis économiste et malheureusement, les économistes ont la fâcheuse réputation d'être difficiles à comprendre, comme l'avait déjà dit un célèbre prix Nobel de littérature, André Gide, qui avait dit ceci, il dit « Quand un économiste vous répond, il dit « On ne comprend plus la question qu'on lui avait posée. » Alors, je tâcherai d'être un peu plus clair à ce niveau-là. Alors, je vais traiter du sujet à partir de en 4 moments. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de passer au travers tout ce que j'ai à vous présenter. 4 moments. Le premier, bien sûr, l'état des lieux, l'état de la situation, suivi des causes et des mécanismes explicatifs de ça, dans quoi on est entré dans un engrenage qui, selon plusieurs scientifiques, nous mènera presque inévitablement, si on n'applique pas des changements radicaux, vers une catastrophe écologique irréversible au niveau mondial. C'est-à-dire qui pourrait même menacer, qui menace déjà les écosystèmes et qui pourrait menacer même la vie sur Terre. Alors, et dans un troisième lieu, les conséquences du phénomène et enfin des solutions que je crois qu'on abordera en discutant parce qu'il y en a beaucoup sur la table. On nous parle du marché du carbone, etc. Je tâcherai de faire un résumé pour évaluer celles qui sont pertinentes et les autres qui ne le sont un peu moins. Alors, l'état des lieux, dans un premier temps, le mot anthropocène est revenu un peu dans l'actualité depuis une dizaine d'années. Anthropocène, ce serait la période de l'histoire de l'humanité où les activités humaines de production et de consommation ont plus d'impact sur l'environnement que les éléments de la nature. Alors, l'anthropocène, on pourrait dire qu'il a, en tout cas, le phénomène des impacts, a pris une ampleur considérable dans les 50 dernières années, j'en reparlerai un petit peu tantôt, même si, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, ça remonte au début de la révolution industrielle, c'est-à-dire au milieu du 18e siècle, bien, il y a eu une accélération au cours des 50 dernières années de ces gaz à effet de serre-là,
dans un contexte où même les populations se sont mis à augmenter de manière très, très lente. Hein. Ça aussi, je verrai, parce qu'il y a deux mythes qui sont très entretenus. Les gens consomment trop et la population est trop grande. Oui, on consomme trop, mais pas tout le monde. C'est ce qu'on va, je vais tâcher de démontrer un peu. Alors, commençons un peu par ce terme, l'extractivisme. Juste au cours des 10 dernières années, pardon, des 20 dernières années, la quantité de ressources qui ont été extraites sur Terre a pratiquement doublé et si rien ne change d'ici 2060, pourrait encore doubler. Et si 2060 rien ne change, ben, il ne restera plus grand-chose à exploiter et ce qui restera, bien sûr, sera un peu plus coûteux, peut-être plus accessible pour certaines personnes et moins pour d'autres. Et quand on parle des gaz à effet de serre, même si je vais tantôt y revenir, j'ai décidé de prendre un peu de l'avance parce que je pense que le temps va nous tuer dans la finalisation de cette présentation-là. Presque le 2 tiers des gaz à effet de serre sont émis par les entreprises qui extraient, transforment et fabriquent les produits que nous consommons. Parce que souvent, on met souvent le poids sur le dos des individus, des gens, des consommateurs individuels. C'est pas faux en soi, mais il y a un système qui est extrêmement puissant et qui ne reculera devant rien. Hein. Déjà, d'entrée de jeu, je vous dirais que jamais dans le système actuel, les pétrolières vont cesser d'exploiter, de développer des nouveaux sites d'exploration et ainsi de suite. Alors que l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudrait cesser immédiatement, et ça fait 2 ans qu'il le dit, cesser immédiatement tout nouveau développement de sites d'exploration pétrolière. On videra ceux qui sont en exploitation, bien sûr, pour accélérer la transition énergétique écologique. Sans quoi, bien sûr, les deux vont se côtoyer. Le pétrole, il va toujours sortir en abondance, et les énergies alternatives qui, elles, pourraient souffrir de ce pétrole en abondance, qui ferait baisser les prix un peu d'une énergie qui ne sera pas assez élevée pour développer des énergies alternatives en tant que telles. Ça, c'est un principe économique en passant. Extractivisme, et ce petit graphique-là illustre une chose assez importante. Les écologistes disent qu'il faut en arriver à découpler la croissance de l'empreinte matérielle de la croissance du PIB. Comme vous voyez, la croissance de la population est beaucoup plus faible que la croissance de l'économie. Je reparlerai un peu du PIB, qui est un concept un peu étroit, qui donne une vision assez étroite de l'économie, de sorte que l'empreinte matérielle, c'est-à-dire la quantité de ressources qu'on extrait, a une croissance beaucoup plus grande et de plus en plus grande par rapport même à la croissance du PIB en tant que tel. Ça signifie qu'on extrait, pas qu'on extrait plus, c'est-à-dire que l'augmentation, le rythme d'augmentation de l'extraction des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, j'y reviendrai un peu tantôt, s'accélère beaucoup plus rapidement que l'augmentation des flux de consommation et de production, bref, de la croissance économique qu'on appelle en tant que telle. Ce qui illustre aussi l'état dans lequel on est et la dangerosité de la situation, c'est un concept il y en a deux. Le jour du dépassement ou l'empreinte écologique, en fait, c'est la surface de la Terre nécessaire pour répondre à notre production et non seulement notre production, mais aussi à la gestion de nos déchets. À l'échelle planétaire, on consomme l'équivalent de 1 planète et demie par an. Au niveau canadien, je l'ai mis, on est parmi les plus hauts consommateurs au monde. On consomme l'équivalent de 5 planètes par année. Et quand on parle de 5 planètes par année, ben, ce concept-là est un peu complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un jour dans l'année où la planète a consommé les ressources renouvelables. De plus en plus, ce jour-là se rapproche. Le dernier, c'était cette année, le 22 juillet, la Terre avait consommé toutes les ressources renouvelables. Et ce que ça signifie, grosso modo, on avait coupé tous les arbres, on avait coupé plus d'arbres, pardon, qu'il en pousse en tant que tel. Alors, c'est le signe le plus évident d'un épuisement très accéléré. Je parlais des 50 dernières années, mais au cours des 20-25 dernières années, ce rythme-là est encore plus accéléré en tant que tel. Causes et mécanismes. L'obsession du PIB. Hein? Les étudiants disaient, existe-tu le pays A, le pays C? Non, le PIB seulement. Alors, le PIB, je ne me souviens plus qui a dit ceci, c'est un peu les œillères d'un cheval économique complètement bien.
C'est-à-dire, c'est l'obsession. On nous parle toujours des résultats mensuels, trimestriels, annuels, la croissance a diminué, a augmenté, etc., etc. C'est presque une obsession en tant que telle. Voilà. Alors, le PIB ne dit rien sur la couleur de ce qu'il mesure, il ne fait simplement que mesurer ce qu'on appelle les flux économiques, c'est-à-dire ce qu'on produit, génère des profits, et ces profits-là, bien sûr, vont engendrer des dépenses qui, dans ce cercle vertueux-là, doit croître toujours de manière infinie. Parce qu'il n'y a pas de limite à la croissance économique, et c'est ce qu'il faudra imposer de manière un peu plus forcée. Ça ne pourra pas se faire de manière volontaire. Je vous ai résumé, et là, c'est assez... c'est comme une pizza un peu découpée en 3 morceaux. Grosso modo, pour résumer un peu ceci, on est dans un système de croissance systémique, c'est-à-dire c'est pas de la bonne ou de la mauvaise volonté des gens en tant que tel. On a d'un côté, loin derrière, je vais vous résumer, on a d'un côté une contrainte des actionnaires qui financent bien sûr la production, les actionnaires, les financiers si vous préférez, qui financent dans un seul but de maximiser bien sûr les profits à court terme. Alors on a assisté au cours des 40 dernières années un mouvement très puissant du système financier qu'on va dénommer la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que la finance a pris un peu le contrôle des entreprises en les forçant à se fusionner ou à s'acheter les unes des autres, de sorte qu'il y a environ, dans chacun des gros secteurs économiques, une dizaine d'entreprises qui contrôlent 90% de l'extraction ou de la production des biens qui sont fabriqués et distribués à nous, les bons consommateurs. Ça démontre un peu la puissance de ce système-là. De l'autre côté, les entreprises font face à une contrainte de la concurrence, toujours en quête du plus bas prix. Alors, ces fusions-là visent une chose, d'une pierre deux coups. Deux entreprises qui se fusionnent peuvent éliminer 40% des employés et redistribuer toute la production dans les sites à la grandeur de la planète qui sont les moins coûteux. C'est ce qu'on appellera la mondialisation de l'économie, qui n'est rien d'autre que ça. Partant de, les gains de productivité, bien sûr, vont permettre de produire plus par heure, moins cher, bien sûr, toujours, de sorte que l'extraction de masse que j'ai présentée au tout début amène à une surproduction s'il n'y a pas moyen de valider cette production-là. Et bien sûr, surproduction doit nécessairement être accompagnée de la surconsommation. Encore une fois, l'individu consomme, mais le système est très puissant. J'ai mis quelques stratégies. Tout le monde connaît un peu l'obsolescence programmée, la durée de vie des produits, excusez-moi, pas mal trop loin, qui est très très faible par rapport à ce que c'était. Bon, il n'y avait pas de cellulaire il y a 30 ans, mais il y avait un téléphone qu'on avait pour la vie et qu'on pouvait se servir contre un voleur qui entrait chez nous. Ça frappait assez fort, merci. Et l'obsolescence, bien sûr, c'est la destruction volontaire des produits. De l'autre côté, l'obsolescence symbolique, ça résume un peu tout ce que l'on fait comme stratégie pour, bien sûr, créer ce désir de consommation. Il y a deux formules, soit l'effet d'imitation, qu'on appellera le mimétisme, la publicité fait juste vous inciter à être conforme un peu à votre voisin, ou conforme aux standards de la société, et l'effet différenciation, lui, il s'adresse aux classes plus aisées qui vont toujours chercher à se différencier et après une année vont bien sûr être rattrapés par une classe de consommateurs un peu plus importante et on répète, de sorte que on réussit grâce au crédit à la consommation, qui est le cœur du réacteur de la consommation depuis 30 ans, à écouler cette surproduction-là. Donc, le consommateur est-il victime? Non, le consommateur a sa responsabilité, mais en même temps, il est pris dans un engrenage aussi assez puissant, comme le démontrent certaines statistiques. Excusez, je sauterai ceci. La mondialisation aussi a eu deux conséquences assez importantes. Ça, c'est un rapport du FMI il y a 4 ans. Les salaires ne cessent de baisser depuis environ une cinquantaine d'années partout dans le monde. On croyait que c'était la première fois qu'ils abordaient la question des pays en développement. On croyait que les pays en développement avaient été un peu moins touchés par ce phénomène-là. Autrement dit, quand on produit une table dans une entreprise, on vous en verse de moins en moins en revenus. Forcément, le revenu moins versé en salaire gonfle le profit. Ben, pourquoi ces baisses de salaire-là? Parce que la mondialisation a tout simplement provoqué une concurrence salariale à l'échelle planétaire.
L'autre élément, c'est la concurrence fiscale. Une enquête du FMI, encore une fois, je me base juste des enquêtes d'organismes officiels, OK, qui ne sont pas nécessairement à gauche. Le Fonds monétaire international, ou les taux d'impôt des grandes entreprises partout dans le monde, que ce soit ici, vous avez OCDE, les pays riches ou le monde, sont en baisse continuelle et le FMI évalue que ça entraîne des pertes fiscales de au moins 750 milliards de dollars par année dans les pays frappés par les baisses d'impôts. Donc, on appauvrit un peu les classes moyennes et surtout les classes encore plus défavorisées, et on appauvrit les États qui peuvent agir sur une forme de redistribution. On va tout simplement compenser ces baisses par la généralisation du crédit à la consommation, et les taux d'endettement dans le monde depuis 20 ans seulement ont triplé. Le taux d'endettement des ménages, c'est-à-dire, il y a deux manières de le mesurer, c'est combien on est endetté par rapport à la valeur de l'ensemble de l'économie, le PIB. Et encore plus significatif, c'est le taux d'endettement, et c'est pour les ménages canadiens ici, par rapport à leurs revenus disponibles, c'est-à-dire par rapport à leurs revenus nets. On frise en ce moment les 180 de taux. Autrement dit, vous avez 100 $ de dette en moyenne pour 80 $ de revenus nets. On disait historiquement qu'à 50-55, c'était tolérable. Alors, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de mécanismes qui font qu'on peut s'endetter, même mort, en passant, qui nous permet de donner, non pas un héritage à nos descendants, mais une dette. Alors, c'est un nouveau phénomène aussi, je n'entre pas dans les formules détaillées. Ceci, j'ai pris juste un exemple. General Motors, la division prêt-auto, c'est presque 30% des revenus nets de GM. GM fait beaucoup plus d'argent, fait beaucoup d'argent juste en empruntant pour acheter leur auto qu'avec la vente d'auto seulement. Ça, c'est un économiste que j'ai toujours adoré, Thorsten Veblen, économiste américain, qui est assez précurseur, très critique du système qu'il voyait naître au milieu du 19e siècle en tant que tel. Il avait dit que la consommation est le moteur de la croissance, puis elle est alimentée par ce que lui appelait les capitaines d'industrie, en fait les capitalistes, qui vont toujours différencier les produits pour faire en sorte que ça stimule la croissance. Écoutez, ça a presque pris 100 ans avant que ça se généralise. Donc, pour vous montrer comment il était très, très précurseur à son époque. Donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est la publicité, comme j'ai mentionné, qui va jouer ce rôle de moteur de la consommation. Les VUS, alors, je suis persuadé que les gens possèdent des VUS ici. Je ne vous vise pas personnellement. Mais au moins la moitié des propriétaires de VUS, ils n'ont pas d'autonomie de pensée. Alors, ils ont fait leur achat selon une étude d'Équiterre l'an dernier, influencée par la publicité, pour montrer un peu, encore une fois ici, la puissance et la force de la publicité dans les choix de consommation. Je sors l'individu, j'avais l'air à dire un peu c'était la faute de l'individu du tout. Je sors l'individu dans la cause profonde du désastre dans lequel on est. Il y a un super système très, très, très puissant. Et bien sûr, les impacts des VUS ou des GES sont énormes. C'est le quart des GES, des gaz à effet de serre, excusez-moi, du transport seulement. Et la deuxième cause de la hausse depuis 10 ans dans la plupart des pays. Donc, à qui profite la croissance? Donc, je viens de parler un peu. Ça serait intéressant si les trois barres étaient plus ou moins équilibrées. On va prendre du côté des revenus. Les 50% plus bas de revenus se sont accaparés à peine 8% de la croissance des revenus au cours excusez-moi, non, ça c'est en 21. Du côté de la richesse, le patrimoine qu'on appelle, les 50% détiennent 2% seulement. Autrement dit, cette croissance économique-là, qui est tant souhaitée, ne profite que très peu aux 50% de la population de plus bas revenus. Et l'enrichissement n'existe pratiquement pas pour les 50% de plus bas revenus, c'est plutôt de l'endettement. Et ça permet de constater que cette croissance-là, si on l'interrompait, ou si on la diminuait, ou si on forçait à la diminuer, que ce ne serait pas nécessairement de tort chez les classes les plus défavorisées en tant que telles, qui de toute manière n'en profitent pas du tout. Abondance.
excusez, je commence toujours par abondance. Je n'ai même pas pris la définition d'abondance. Hein. L'abondance, c'est une société dans laquelle on peut combler à l'infini tous vos problèmes, tous vos besoins de consommation. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par la définition. Monsieur, voilà, l'abondance. L'autre élément aussi pour relativiser cette idée que les gens consomment trop, que trop de monde sur la Terre, etc., etc., 20% à peine de la population mondiale consomme 80% des ressources extraites et produites qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, encore une fois ici, si on compare les revenus faibles et intermédiaires inférieurs, c'est à peine 6,7 tonnes par habitant et chez les revenus supérieurs, c'est 43 tonnes par habitant. Autrement dit, c'est 7 fois plus de consommation par habitant chez la classe aisée qui, bien sûr, tire l'immense majorité des revenus et du patrimoine dans nos sociétés. Puis si on se compare à un pays riche, pays sous-développé, etc., etc., bien sûr, nous sommes les champions en termes de tonnes consommées par habitant par rapport aux pays à faible revenu qui consomment à peine 2 tonnes. Parce qu'on aura beau dire qu'il y a trop de monde sur la Terre, mais il y en a qui ont toutes, puis toutes les autres n'ont rien, disait Richard Desjardins. Ben, les tonnes consommées ne sont pas imputables à la population mondiale qui est très nombreuse dans les pays en voie de développement, mais bien à une minorité de la population mondiale concentrée sur les trois. Bon, on parle le Japon, l'Amérique du Nord et l'Union européenne. Bon, je parlais tantôt de l'explosion de la consommation d'énergie. C'est quelque chose qui remonte à peu près à une cinquantaine d'années en tant que tel. Vous voyez où on en est dans les énergies renouvelables, y inclut le nucléaire. C'est encore une infime partie, hein, malgré tout le discours sur la transition énergétique, une infime partie. En théorie, parce qu'on a atteint cette année 1,1, le plus 1,2 degrés. D'ailleurs, la dernière rencontre de la COP j'allais dire en Espagne, non, Égypte, excusez-moi, où tous les écologistes ont été mis en prison, en passant. Parce qu'un écologiste, c'est dangereux, hein, ça tue. Puis, comme disait le président d'Égypte, si vous voyez un écologiste sur la rue, prenez pas de chance, foncez dedans. Vous êtes sûr qu'il ne montera pas de votre voiture, c'est des profiteurs, en fait. On devrait être beaucoup plus avancé. Et la rencontre de la COP en Égypte, excusez-moi, les engagements qui ont été pris nous mènent, les engagements concrets en passant, nous mènent à plus 2,4. Donc l'objectif de 1,5 il est déjà impossible aujourd'hui, pour 2050 on parle. Et si les engagements sont, bien sûr, tenus, vous savez comme moi que les engagements ne sont pas tenus depuis le début des discussions, donc ça nous mène à 3,5, 4 situations de catastrophe appréhendées. Parce que chaque fois qu'on rajoute, c'est un peu comme une personne qui fait une fièvre intense, si vous rajoutez juste un demi-degré, hein, 1 degré seulement, ça peut entraîner sa mort. Alors, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les changements qui ont l'air minimes, 1,2 de parouette, 1,5. Ben, il nous reste 0,3 à augmenter d'ici 2050. Impossible, parce qu'avec les engagements, on tombait à 2,4. Le double de ce que c'est actuellement, et ce 1,2-là a connu, l'augmentation de la température de la planète a connu une augmentation, encore une fois, très importante au cours des 5-6 dernières années. Sauf 2020, où on a eu une accalmie. On s'est confiné. Bon, on a moins consommé, on a moins voyagé, on s'est moins déplacé en tant que tel. Revenons à notre industrie des sables bitumineux. Vous savez, le pétrole dans les sables bitumineux, c'est le pétrole le plus propre au monde. Parce qu'en fait, c'est du sable. Mais quand on l'extrait, ça devient du pétrole. Puis pour l'extraire, ça demande des quantités phénoménales d'eau et d'énergie pour l'exploiter. Alors, vous savez qu'en bas de 40 $ le baril, c'est pas rentable d'exploiter du pétrole en Alberta. En 2020, quand le prix du pétrole est descendu à quelque chose comme 10 $, là, puis je pense que c'est un peu moins que ça, tout a fermé en Alberta. Parce que, bien sûr, le coût de production étant élevé, il était intenable de produire à un prix aussi bas. Bon, si la pandémie avait duré 5 ans, on aurait peut-être fermé les sables bitumineux. Je l'ai presque souhaité. Mais je n'avais pas beaucoup d'alliés en passant. Alors, cette production-là ne cesse d'augmenter.
Elle atteint, bien sûr, on est ici, elle atteint un nouveau record et, selon tous les pronostics, va continuer à augmenter. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir le gouvernement actuel, dirigé par, c'était quoi son nom déjà, son père, qui autorise, comme jamais les conservateurs l'auraient fait, les projets pétroliers, les projets en haute mer. On en a, écoutez, on a débloqué le projet hallucinant de Baie du Nord, au large de Terre-Neuve, 1000 mètres de profond, bref, 60 puits. On pourrait extraire 500 millions de barils juste dans ce site d'extraction de pétrole en mer. Et l'Office de Canada Terre-Neuve Labrador a accordé des permis d'exploitation presque à l'infini à Exxon, BP, etc., qui vont commencer les explorations bientôt en haute mer. Il en va de même, bien sûr, au niveau des subventions. Le gouvernement canadien, le Canada est le pays qui subventionne le plus son industrie pétrolière. Okay. Même sous Trudeau et Stephen Guilbeault, je ne vous ai pas mentionné son nom, Stephen. Ah! Steven voit un peu le record canadien des subventions, un peu comme la tour du CN, tu sais, qui l'a gravi quand même manuellement, sans aucun gaz à effet de serre. Bon, c'est le moment. Alors, le Canada, bien sûr, le plus grand pourvoyeur de financement public aux énergies fossiles, c'est 2 fois plus que ce qu'on accorde aux énergies renouvelables. Tu sais, quand on dit qu'il faut cesser la production, et certains commencent à dire que ce sera impossible de l'arrêter, parce que les infrastructures actuelles de pétrole, d'exploration de pétrole et de transformation des pétroles bruts, en actifs, c'est 150 000 milliards de dollars. Juste les centrales au charbon, c'est 40 000 milliards d'actifs. C'est-à-dire, vous allez fermer. Je ne sais pas si vous voyez, non. On s'est entendu, je dis on, pour dire, vous ne démarrez pas de nouveaux projets. Ça ne marche pas. On subventionne même les nouveaux projets. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je suis rendu aux solutions un peu. De plus en plus, ça se propage. C'est-à-dire qu'il va falloir soit taxer les profits de manière tellement importante que ça va décourager l'exploitation de nouveaux gisements, exploration-exploitation, ou carrément nationaliser des pans entiers des compagnies pétrolières pour assumer, en les nationalisant, bien sûr, on pourra assumer une transition intelligente pour transition écologique, transition énergétique, où les main-d'œuvre impliquées dans le pétrole, bien sûr, pourraient être recyclées dans la production d'énergie recyclable. Ça, c'est un peu le plan le plus extrême auquel on n'aura pas le choix d'y arriver, sans quoi, bien sûr, vous savez, on fonce dans le mur. L'autre élément intéressant, il y a une université en Alberta, en passant, c'est pas juste des sables bitumineux, un institut de recherche très intéressant qui a évalué que les coûts externes, c'est-à-dire les coûts en termes d'effets sur l'environnement, sur la production alimentaire, sur la santé, sur les embouteillages, les coûts externes d'exploitation des bitumineux plus les externalités équivalaient environ à peu près le FMI évalue à 5 200 milliards par an. C'est des coûts externes. Et pourquoi on traite de ces coûts externes-là qu'on appelle des externalités? C'est-à-dire que c'est ça qu'une taxe carbone devrait accoter en tant que telle. Dans le minimum, les coûts que l'industrie du pétrole et des énergies fossiles n'assume pas, c'est la société qui les assume avec les conséquences qui sont ici, devrait être assumée par les compagnies pétrolières au minimum. Tantôt, je parlais de taxer les profits, mais ici, une taxe, bien sûr, carbone, à la hauteur de ceci. Que, selon plusieurs experts, devrait être, les coûts réels étant en moyenne de 185 $ la tonne. Ça vous donne une idée, c'est que la tonne de carbone devrait être taxée à 185 $ dès aujourd'hui. Le Canada est un des pays qui a la plus haute taxe carbone, 50 $. En ce moment, la Suède, le top, 120. Bref, ça va pour les gaz à effet de serre? Je peux sauter l'explication? OK. 95% sont retenus phénomène anthropique. Je vais arriver, Denis. Alors, j'ai assez parlé tantôt. Excusez, c'était vraiment pas voulu, le SS.
Sérieux. Alors, les industries, pétrole, gaz, transport, bâtiment d'eau et les cimenteries, qui sont des grands polluants, c'est 53% des gaz à effet de serre. Ça va? De sorte que, pardon, encore une fois, toujours pour déculpabiliser l'individu, quand on prend les tonnes moyennes qu'émettent chaque Canadien, en moyenne, il ne faut pas dire qu'ils les émettent, 53% imputables à l'industrie extractiviste et 47%, moins de la moitié, aux individus de par vos comportements, la voiture, etc., le surchauffage, voilà, voilà. Tu me donnes combien de secondes? Vu que tu as bien du matériel, on va 5 Je vais-tu trop vite? Parce qu'il y a du monde qui vont vouloir te parler. Ben, c'est ça. Alors, bon, je vais sauter ça. Oui, la mondialisation, ça a triplé les transports internationaux de marchandises. Donc, bien sûr, c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, c'est moins cher, mais ça gaze. Alors, ce phénomène-là, c'est peut-être un phénomène d'explication de l'explosion des gaz à effet de serre au cours des 40 dernières années dans toute la période post-révolution industrielle, en tant que tel. Encore une fois, je vais le sauter. J'ai 10% des nantis sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est bien sûr au niveau mondial, alors que 50% des plus pauvres. Tantôt, je parlais de qui avait les revenus, mais ici, c'est les responsabilités en termes de gaz à effet de serre, à peine 12% en tant que tel. L'agriculture, c'est très intéressant, ça nourrit le monde. Et une autre conséquence, la perte de biodiversité, et c'est de ça qu'on discute à Montréal un peu plus. Ça, c'est probablement la conséquence la plus inquiétante, conséquence des gaz à effet de serre. Donc, les deux crises sont liées, climatique et écologique. Parce que là, bien sûr, les espèces en disparition, dont les poissons, 80%, dû aussi à la surpêche en passant, sont menacées. L'économie trop linéaire, les déchets industriels, conséquemment, bien sûr, conséquence de l'industrie dont j'ai vu tantôt, le productivisme, les déchets industriels sont responsables de l'immense majorité des gaz à effet de serre. Pas de problème, on envoie ça dans le tiers-monde. Alors, tu sais, les gens qui vont entendre une personne dire, je suis en Afrique, vraiment, là, tu sais, les déchets partout, là, tu sais, c'est épouvantable. Comment ils font? Ben, c'est-à-dire, ils ramassent ce qu'on leur envoie, bien sûr, monnayant quelques sous, bien sûr. Bon. L'autre élément, l'inflation climatique. Selon certains économistes, la bulle inflationniste qu'on connaît est attribuable en partie aux conséquences des changements climatiques, les catastrophes qui multiplient, bien sûr, les sécheresses, les inondations, les prix agricoles, les primes d'assurance. Le tiers de l'inflation se réduit à notre dépendance au pétrole. C'est sûr que la guerre en Ukraine a alimenté un peu ce phénomène-là, mais durablement, ça devrait persister en tant que tel. Je vais arrêter après cette solution-là. Il faut, pour changer notre cadre mental de consommateur dans une société de consommation que je décris de manière un peu accélérée, il faut sortir le PIB de notre tête et le remplacer, peut-être pas le remplacer, mais en tout cas, du moins, mettre en priorité d'autres indicateurs qu'on appelle des indicateurs de bien-être. Je ne parlerai pas du bonheur national brut, etc. Il y a eu beaucoup de recherches. Celle-là, je trouve qu'elle est très intéressante. C'est l'OCDE, le club des 34 pays les plus riches, qui, dans une vaste enquête au niveau mondial, montre que les pays qui ont les plus gros PIB par habitant, c'est pas les pays où les populations s'estiment mieux, avoir un bien-être plus élevé. Dans ce qui favorise le bien-être, c'est pas nécessairement l'argent, c'est plutôt travailler moins pour avoir plus de temps à des proches et aux loisirs. J'ai pris juste le top la qualité de l'eau et de l'air, l'état de santé personnel et, un élément important, la cohésion sociale et éducative, c'est-à-dire qu'on constate dans nos écoles des disparités tellement grandes qu'on ne se parle plus, on s'agresse, etc., etc. Donc, ce que la courbe montre, c'est que, rendu à une certaine augmentation du PIB, le bien-être n'augmente plus. Puis il est inférieur dans plusieurs pays à leur niveau de PIB.
en tant que tel. Peut-être je répondrai à des questions qui vont suivre. Les solutions, pardon, excusez-moi. Je suis d'accord. Le sujet est aussi riche que la richesse humaine à notre temps. C'est drôle, j'ai deux éléments. La synthèse de ta présentation à date, je trouve que c'est tout ce qui est positif, les courbes sont en descendant, tout ce qui est négatif, les courbes sont en montant. Puis, autre métaphore, pendant que je regardais ça, je ne sais pas si c'est connu de tout le monde, mais il y a un agent de publicité qui s'en allait au bord de la rue. Puis, on a vu un camion d'énergie venir brancher des affaires. Il y a deux TV, Sony, flambant neuve, 100 pouces qui ont été livrés. C'est comme. On aurait dit, tu aurais préparé ton background, ça aurait pas été bien. Ben, le camion il est là. Ah oui, c'est encore là. Il y en avait un autre. Ben, question, là, on a ce micro, maintenant. On a deux micros. Ah, OK. Hey, ben, bienvenue au centre-ville. Comme mon ancienne job. Donc, micro, question? On pourrait? Donc, si vous avez des questions, je livre le micro. La rue, il faut qu'elle entende aussi. Je voulais juste noter quelque chose parce que ça me paraissait tellement évident. Hydro-Québec nous disait d'économiser. Je me disais, hey, mais ça fait comme 10 ans qu'ils nous demandent d'acheter des chars électriques. Puis là, il y en a, je ne sais pas combien qui en ont, un petit pourcentage qui ont déjà plus d'électricité. Je me disais, il me semble que j'ai vu ça nulle part. Tout le monde parlait de, oh, c'est drôle, prendre des douches à deux, ou je sais pas quoi, là, prendre une douche aux 2 jours, tout le monde trouvait ça bien drôle. Mais là, ça, c'était, hey, mais ça fait comme 10 ans qu'ils nous disent d'acheter des autos électriques, puis là, on manque d'électricité. Ben, en fait, oui, Hydro, c'est une bonne. Ben, en fait, avant l'auto électrique, c'était plutôt les centrales de Bitcoin. Et maintenant, c'est les centrales de réchauffement des bases de données de Netflix et compagnie qu'on attire maintenant. On a arrêté Bitcoin, on attire. Là, le manque d'électricité, il est là en partie. Il est parce que on veut ménager l'électricité pour croissance économique, répondre aux besoins d'entreprises étrangères qui viennent s'établir ici. C'est un peu la visée d'Hydro-Québec en tant que tel. Pas 40 %. Les deux plus gros contrats récemment, New York et Massachusetts, c'était des contrats que Hydro-Québec évaluait plus payants de faire. C'est l'explication qu'on nous a donnée, parce qu'il y avait d'énormes surplus il y a 5 ans. On disait, on est over. C'est peut-être là que t'es venue l'idée que, allez-y, faites quelque chose, achetez des autos électriques peut-être, là, mais c'est ça. Alors, la situation a complètement renversé. Et c'est ce que M. Fitzgibbon dit, un peu le même discours qu'en France. La sobriété sera de mise, chauffer moins. Encore une fois, il proposerait des tarifs différentiels, de sorte que ce seraient les classes les plus défavorisées qui seraient les plus, encore une fois, affectées. En tant que tel. Mais l'auto électrique, en tant que tel, n'a pas ralenti d'aucune manière en lien avec cette espèce. On n'est pas en manque. Mais on anticipe d'ici 2030 que ça va être serré. C'est ça. Je ne suis pas sûr que je réponds. Il y a un discours qui vient avec le fait de pouvoir justifier des nouveaux projets de développement. Ouais. On n'est pas nécessairement actuellement. Oui, c'est sûr que c'est là. Défenseur du prénom de Steven qui a une question pour vous, monsieur. Bon, il disait que Steven Guilbeault, c'était une inspiration pour moi. Dans le fond, c'est comme en tant que question, je te pitch ça, mais l'information économique qu'on reçoit, c'est toujours le soir, encore depuis des années, des graphiques sur l'augmentation du PIB, sur les actions. Comment on fait comme public pour mieux s'informer sur l'économie? Je te lance la balle.
sais quoi répondre. Ben, faut cesser de regarder la télévision. Désabonnez-vous de votre câble ou de tout truc numérique et abonnez-vous à des bonnes revues ou consultez des sites d'information sereines. Et lire la Gazette. Je ne vous ai pas le dire parce que je ne voudrais pas être accusé de propagande gazetienne. Alors, oui, lisez la Gazette de la Mauricie. Pour ceux qui ignorent qu'Alain a nous donné et c'est jeune directeur. Il était en pension. Il y a une personne que Annie a levé. J'ai lisé cette semaine dans le journal, en fait aussi que les écarts se creusent de plus en plus chez les pauvres. Je faisais la démonstration, en fait, de la réalité des jeunes en 1980, la réalité des jeunes aujourd'hui. J'étais très étonnée de voir que le prix maison, en fait, aujourd'hui, moyen est de 585 000, je pense, et en 1980, c'était 120 000. Mais le revenu médian était de 62 000. Mais je pense que c'était 62 000 en 1980 et 72 000 en 2022. C'est quelque chose qui me manquait. Je n'arrivais pas à comprendre comment le revenu n'a pas suivi une certaine courbe. Là, on parle de 40 ans, 42 ans. Puis ça m'amène aussi à la question de, parce que bon, on sait très bien que la surconsommation, etc., tout ce qui contrôle cette croissance-là, qu'une des solutions, c'est la décroissance, mais pas ce sujet-là à part des intellectuels. Oui, mais pour la question des hypothèques, c'est qu'en 80, les taux d'intérêt étaient à 20 et depuis 15 ans, sauf là, sont remontés à 4,25, ce qui est la catastrophe, parce qu'on a été habitué à avoir entre 0,25 et 2 depuis 15 ans. C'est ce qui a permis d'avoir des hypothèques largement supérieures à l'augmentation des revenus, comme tu dis. Ça, c'est l'explication. Mais là, en ce moment, il y en a qui sont dans le trouble. Ah, mais pour augmenter, pour la démonstration que j'ai faite, c'est-à-dire la redistribution. Pourquoi la redistribution, ça, c'est une autre affaire. C'est que le partage du revenu dans l'augmentation de la richesse créée qui est consommée, on l'a vu, parce que si elle n'est pas consommée, elle n'est pas validée, est allée plus aux producteurs qu'aux travailleurs. Il y avait d'autres éléments, je me souviens plus. Ouais, excusez-moi. Ce point là-dessus, c'est probablement en dollars. Tu disais, en 80, le dollar de 1980 vaudrait 50 000 Ouais. C'est le ratio entre le revenu de l'époque et le coût de la propriété qui est plus frappant dans ce statistique. La croissance, la décroissance. C'est partagé, hein? La décroissance tout court, totale, net, brut, etc. C'est du plus dommageable pour les 50% de plus bas revenus. C'est plutôt le ralentissement d'une catégorie qui a des sous-revenus, qui a une surconsommation, qu'il faut ralentir en tant que tel pour une redistribution, pour un équilibre. En fait, c'est pour une décroissance des pourcentages de surrevenus qui sont responsables de 60-65% de la dépense et des gaz à effet de serre qu'il faut réduire. Parce qu'il y a un risque qu'on ramasse tout le monde dans le paquet. Alain, vous avez, je trouve ça fort intéressant, vous avez bien réagi pour les coïncidences ce matin. Qui se portait pas mal, soit dit en passant, vous étiez déjà candidat de point de vue. Mais il y a eu peu de pistes de solutions qui ont été exprimées durant la présentation. Une des rares que vous avez présentées, c'est notamment la nationalisation des producteurs d'énergie fossile pour aller financer les énergies fiables, par exemple. Et moi, je suis sceptique par rapport à cette piste de solution-là. Quand je regarde ce qu'on fait avec Hydro-Québec, quand je regarde avec ce qu'on fait avec la SAQ, par exemple,
ou il y a un documentaire qui est tout juste daté la année. C'est fascinant. Est-ce qu'on se rend compte finalement que l'énergie comptable, la logique comptable va primer sur les bien-être, la collectivité. Moi, je ne suis pas certain que si on nationalisait aussi les grandes industries pétrolières ou d'énergie fossile, on sortirait de cette mécanique comptable-là, parce que ce n'est pas ce qui se produit quand on regarde au Québec, la SAQ par exemple. Est-ce que, la question est volée, vous avez une réponse ou du moins une piste de solution à cette première question? Deuxièmement, peut-être certaines pistes d'optimisme de solutions vaste question. Les optimistes ne font rien. Les pessimistes disent qu'il n'y a rien à faire. Les volontaristes disent qu'il faut faire quelque chose. C'est déjà important. Mais en fait, ce n'est pas nationaliser pour nationaliser en vue d'assumer l'exploration et la production. C'est nationaliser pour fermer, même pas pour fermer, pour reconvertir l'énergie fossile en énergie. On ne nationalisera pas pour assumer, comme l'alcool en a fait. C'est ça, c'est pas du tout une nationalisation. Puis pour revenir, comme tu dis, comme Hydro-Québec, bon, il y a toujours des objectifs de croissance, là. Heureusement, c'est faible en émissions de gaz à effet de serre, même si les barrages génèrent des catastrophes aussi. Mais ce n'est pas nationalisé pour assumer la production, c'est pour assumer la reconversion dans des énergies renouvelables. Et comme je disais, ça va être difficile. Puis je vais peut-être aller à la toute fin, ça c'est toutes mes solutions, mais vous les connaissez toutes. OK? Bon, etc. Tu sais, du lithium, là, en 2030, on ne sait pas si on va être capable de répondre à la demande. Ça, c'est peut-être l'élément. Tous les grands producteurs de lithium le disent eux-mêmes. Alors, l'auto électrique, solo, ce n'est pas la solution. C'est pour ça qu'il faut que j'avance un peu vers la toute fin, peut-être. Bon, pas de gestes, les gestes individuels, c'est important, etc., mais c'est surtout l'idée, tu sais, à court terme, tu sais, interdire tout site, vois-tu. Tout ceci doit commencer parce que ça ne pourra pas se faire en un mandat. Et il risque d'y avoir un renversement du gouvernement, un coup d'État. Hein? Et la gang de Trump, en tout cas, il était prêt à faire. C'est qu'il faut interdire tout nouveau site pour éviter parce qu'on a constaté que plus on fait des gains d'efficacité énergétique, même dans le domaine des énergies renouvelables, la consommation continue d'augmenter. On appelle ça l'effet rebond. C'est-à-dire, ça coûte moins cher me déplacer en auto, je vais prendre l'avion. Alors, ici, ça permettrait de régler ce problème-là. L'autre élément, taxé, j'ai dit pétrolier, moyen terme, nationalisé pour reconvertir. Pas pour faire de l'argent avec ça comme Hydro-Québec, par exemple. Au moins, c'est pas trop sale. Ouais. Ouais. Il y a une dernière question. Monsieur Madame. Salut Alain. Bonjour. Est-ce qu'il y a une partie de la surconsommation qui est due aux actionnaires, qui veulent avoir de plus en plus de profit, mais est-ce qu'il n'y a pas le phénomène du gaspillage, justement, de passer une partie de cette consommation-là pour la justifier en l'éliminant carrément et en commençant à zéro avec une nouvelle production? Ben, ce que j'appelais l'effet mimétisme, l'effet de démonstration, les spécialistes, ils vont vous amener à jeter un vêtement. En passant, les vêtements, c'est responsable de 18% des gaz à effet de serre. On parle des sources, j'ai sauté tantôt. Alors, c'est se jeter ce déchet-là de l'individu, mais il y a quand même, somme toute, 35% des déchets seulement des individus. Le reste, c'est des déchets industriels, comme j'ai mentionné tantôt. Mais c'est sûr que... Oui, vas-y. Ah oui, ça j'ai un bel exemple, hein? H&M. H&M renouvelle ses vêtements chaque année. En 24 heures, ils sont capables de faire tout le tour des boutiques au niveau international, par avion, tout débarque un peu partout. Et que font-ils les vêtements qui sortent des magasins? Est-ce qu'ils les donnent? Non. Ils les brûlent. Mais c'est des écologistes, H&M. Ils les brûlent dans des centrales de production d'électricité. Alors, ils se sont dit, nous sommes écolos, c'est plus du charbon, c'est des vêtements qu'on brûle. Ça va? Amazon c'est dur, Amazon, hein? Vous savez que des fois, le soleil brouille la vision. Amazon s'est fait prendre à jeter 9 millions
d'objets non vendus à la fin de l'année et envoyés en destruction, en déchets. Ça, c'est deux exemples qui montrent que c'est le système, encore une fois, extrêmement puissant. Tu sais, je reprendrai une citation, je vais terminer là-dessus. Les gouvernements sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est probablement l'enjeu principal. Là, c'est à nous d'être ni pessimistes ni optimistes, mais d'être engagés volontairement, volontaristes. Merci, M. Allou. J'imagine que ce document-là est disponible. 50 $.